Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde un peu particulière qui réunit dans l'ordre Jordana Harris, responsable territoire du WWF France, Graziella Melchior, députée du Finistère, Jérémy Jordanov, député de l'Isère, Florence Hérouin-Léotet, députée de Seine-Maritime, je ne me suis pas trompé sur les trois, et Sylviane Giampino, qui est présidente du Conseil de l'enfance, du Haut Comité à la famille, à l'enfance, du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et aux personnes âgées. Voilà. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet et je vais céder la parole à Sylviane Giampino qui va revenir sur un travail récent et un rapport commis sur la place de l'enfant dans la nature et dans la ville qui a fait date en octobre dernier. Sylviane, je vous laisse la parole. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de faire rejoindre, de faire sortir dehors l'un des, je crois, 18 rapports du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA, qui est une instance autonome au cœur du système, puisque nous sommes placés dans les services de prospective du Premier ministre, mais que les membres du Conseil s'auto-saisissent et instruisent leurs travaux en toute indépendance. Ils sont, par contre, rendus publics dès leur adoption sur un site. Je voulais juste vous dire que nous avons publié fin 2024, fin 2024, un rapport qui s'appelle « Quelle place pour les enfants dans l'espace public et la nature ?» Vous indiquez que ce thème était porté par les membres depuis longtemps, mais que le déclencheur a été le travail que nous avons fait juste avant, qui était un rapport qui s'appelle « Quand les enfants vont mal, comment les aider ?» On a dressé des diagnostics sur la santé mentale des enfants et des adolescents qui ont dérangé. Et je ne vous ferai pas les deux rapports en 5 minutes, je vous promets, mais juste quand même, ce que nous avons mis en évidence avant que d'autres l'aient fait, c'est l'augmentation de la consommation de médicaments psychotropes chez les enfants et les adolescents, leur croissance énorme, dans le même temps que diminuaient les autres possibilités d'aide et de soins par les autres approches, qu'elles soient éducatives, d'abord la prévention, et surtout les approches de soutien des familles, les approches psychoéducatives, les psychothérapies, etc., etc. Juste pour vous citer quelques chiffres, 30%, les grands axes, vous le savez, c'est toujours le TDAH, les états anxieux dépressifs, et maintenant nous avons réactualisé nos chiffrages sur l'autisme. 3 chiffres. 30% sur le TDAH, 30% des enfants reçoivent au moins une prescription de psychotropes de ceux qui vivent dans des conditions sociales défavorables. C'est-à-dire que non seulement ils en prennent de plus en plus, mais il y a un facteur de défavorisation sociale qui prête à une surmédication du mal-être des enfants. Et entre 2010 et 2023, on a une augmentation de 76% du nombre de mois de consommation qui passe de 80 mois pour 1000 enfants en 2010 à 138 mois pour 1000 enfants en 2023. Donc les durées de traitement, etc. etc. Alors je n'irai pas plus loin, mais c'est vous dire pourquoi, du coup, nous avons voulu travailler sur, effectivement, tout ce qui va contribuer à un mieux-être des enfants et des adolescents. Et on est allé travailler sur quelle place pour les enfants dans l'espace public et la nature, à un moment où vous le savez, les enfants et les jeunes ne sont pas dans leur meilleure forme optimiste sur l'avenir, leur avenir personnel et celui de la planète. Alors,
Si j'ai des papiers, c'est parce que je ne vous présente pas mon travail, mais le travail des 80 personnes et des 12 enfants qui constituent ce conseil. Et en synthèse, la synthèse, je vais la faire de tête parce qu'elle doit être dans le sac. En synthèse, les enfants sont devenus des enfants d'intérieur, de moins en moins d'enfants dans l'espace public, de moins en moins d'enfants en contact avec la nature, de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de santé, obésité, allergies, etc., etc., des problèmes de santé mentale, je l'ai illustré, et de plus en plus d'enfants qui vivent dans une éducation de la peur de l'extérieur, de la peur de l'autre différent de soi, et qui perdent les codes de la relation, les codes du vivre ensemble, et donc de cette citoyenneté qui ne doit pas seulement s'enseigner à l'intérieur des murs de l'école, mais qui doit se pratiquer au quotidien. Les diagnostics, vous les trouverez dans le rapport, mais je vous cite juste 2-3 chiffres. 80% de l'espace urbain est dédié à la voiture, alors que seulement 10% de la population l'utilise dans ce cadre-là. La peur des parents nourrit aussi cet enfermement des enfants, des parents qui ont peur de 2 choses, l'accident, alors que les accidents sur la voie publique des enfants sont, notamment pour les préadolescents, puisque c'est le moment où ils prennent leur autonomie, où ils sont plus souvent seuls, sont, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais sont 2 fois plus nombreux pour ces adolescents lorsqu'ils sont dans les véhicules ou bien des accidents causés par les conducteurs de véhicules et pas par les conduites de la maladresse des enfants. Les parents ont peur aussi de la mauvaise rencontre, des agressions. Sur les agressions, je n'ai pas le temps de vous faire le détail, mais on avait une étude des forces de l'ordre qui pouvait encore nous permettre d'avoir quelques chiffres sur les adolescents de plus de 15 ans. Elle a été modifiée. Et les chiffres sur les enfants agressés sur la voie publique sont devenus aujourd'hui noyés dans les chiffres de la crainte de l'agression, le vécu sécuritaire, non plus les actes, mais le vécu, les appréhensions. Enfin, ces enfants d'intérieur, ce sont aussi des enfants véhiculés par les parents. Et nos recommandations, elles sont simples. Vous les retrouverez. Il y a des recommandations qui concernent complètement ces journées de Marseille, au sein de l'éducation nationale, dans le périscolaire, l'éducation populaire, mais tous autour des enfants, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre. Et puis on a évidemment des recommandations qui sont plus précises sur la manière de relancer politiquement l'enseignement hors les murs, réouvrir au fond les chemins du dehors et réhabiter les villes. Et ça, je ne vais pas m'étendre, on n'a pas le temps. Voilà. Merci beaucoup. Et très brièvement, je vais revenir un peu sur le processus et le dialogue entre la société civile et les parlementaires qui a permis de nous réunir aujourd'hui. Et comme souvent, tout commence par un mail. Pour une fois, ce n'est pas à mon initiative. On reçoit un mail dans notre boîte contact@fabpeda.org, si vous voulez nous joindre, signé Mathilde Tastavi, je crois, qui est l'assistante parlementaire de Graziella Melchior, et qui dit dans une logique transpartisane, la députée Francesca Paschini et la députée Graziella Melchior, auprès de qui je travaille, souhaitons se rendre à vos rencontres internationales de la classe dehors 2023 à Poitiers, parce que nous travaillons à un rapport sur l'adaptation de l'école au changement climatique. On a répondu oui. Les députés sont venus. Elles ont pu voir ce que c'était que d'avoir
1300 enfants dans un centre-ville en même temps qui faisaient de l'histoire, des maths, de l'art, de la culture, qui découvraient la biodiversité, l'histoire de l'architecture. Puis elles ont eu l'occasion d'auditionner 8 adultes et une quarantaine d'enfants. Je le signale, avant la création de la délégation des droits des enfants à l'Assemblée nationale, il n'y avait jamais eu d'audition officielle des enfants. On fait jouer aux enfants la démocratie, mais ils ne prennent pas part véritablement à la démocratie. Ça a été le cas à Poitiers et pour la Fabrique des communs pédagogiques, ce fut un moment extraordinaire. Ce rapport écrit, on a continué à travailler ensemble, on a organisé un webinaire. Il y a eu un petit 1000 personnes au webinaire, tranquille. Ce qui montrait une vraie mobilisation et un vrai intérêt de la société civile. En mai 2024, oui c'est ça, 2024, avec Jordana, je me souviens, on réfléchissait sur comment on alimente le travail de Madame Melchior et Madame Pasquini sur une potentielle proposition de loi en vue d'une niche en juin 2024. Et puis il y a eu une dissolution, donc il n'y avait plus d'assemblée, donc il n'y avait plus de niche. Et malheureusement, Francesca Pasquini n'a pas été réélue. Malheureusement pour le Parlement, on s'en sort bien avec la Fabrique des communs pédagogiques parce qu'on a eu une assemblée générale au mois de janvier et elle est rentrée dans notre conseil collégial. Elle a repris son poste de directrice d'école et je pense que les élèves qui sont avec elle au quotidien ont beaucoup de chance. Et puis on a repris le travail. Madame Melchior a réorganisé un colloque sur l'adaptation de l'école au changement climatique à l'Assemblée nationale, auquel participaient des représentants du ministère, le VVF, Prof en transition. Il y a eu une intervention de l'Office français de la biodiversité également, enfin pas mal d'acteurs de l'éducation populaire. C'est là aussi qu'on recroise le chemin de Florence Hérouin-Léotet. Et là, on se remet à bosser. On commence avec Jordana à contacter pas mal de députés. Jérémy Yordanov répond immédiatement. Du coup, merci à tous les trois. Et là, on sent qu'il y a une dynamique. On se rend compte qu'une grande loi d'adaptation de l'école au changement climatique dans le consensus actuel, ce n'est pas très possible. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc que tout se négocie et que tout est compliqué. On n'a pas lâché l'affaire. Et là, il y a un petit truc extraordinaire qui se produit. Il y a 150 enseignantes ambassadrices de la classe dehors qui partagent des pratiques pédagogiques sur Instagram. Et en fait, après un an de contribution, on leur a proposé d'écrire à leurs parlementaires. Et là, en fait, il y a des enseignantes qui ont commencé partout en France à écrire à leurs sénateurs, à leurs députés. Et en fait, il y a plusieurs dizaines de députés et de sénateurs qui ont répondu de tout parti, à l'exception de l'extrême droite que nous ne contactons pas. Oui, nous sommes intéressés. Et on a poursuivi ce travail. On se retrouve ici aujourd'hui. Et la suite ne m'appartient pas et je vais laisser la parole à nos collègues parlementaires. Merci à toutes et tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Oui, c'est un plaisir de venir aux deuxième rencontre pour moi internationale de la classe dehors. Et c'est un bonheur de voir comment finalement ce qu'on avait un peu écrit dans notre rapport avec Francesca Pasquini, que je salue, comment ça se traduit sur le terrain, puisque donc, notre rapport portait sur l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques avec plusieurs volets, le bâti scolaire, parce qu'il faut que les enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Et quand on dit bâti scolaire, c'est un peu aussi peut-être hors les murs. Il y avait un volet sur la pédagogie où on aborde justement la classe dehors, l'alimentation qui nous semble un point important aussi pour les enfants, la mobilité, parce que c'est bien de faire attention aux enfants, mais c'est bien et à la planète. Donc c'est bien pour leur santé et pour la planète que d'aller à l'école autrement qu'en voiture. Et le dernier point portait sur l'économie circulaire et comment être
plus sobre à l'école, et puis faire du réemploi pour le mobilier ou utiliser des gourdes. Voilà. Donc le sujet, comme l'a dit Benjamin, était très vaste et il était très difficile de porter une proposition de loi aussi vaste. C'est pour ça en contact avec Benjamin, le WWF et d'autres parlementaires, nous avons décidé de porter une loi qui porte sur la classe dehors et plus largement sur l'apprentissage de la transition écologique et de la biodiversité à travers l'éducation au dehors et en contact avec la nature. Donc, alors bien sûr, cette proposition, elle est utile pour les enjeux de transition écologique, mais elle l'est aussi pour la santé des enfants. On sait aujourd'hui, et on en parle beaucoup en ce moment, on parle des écrans, on parle donc les enfants passent trop de temps devant les écrans, ils ne sont pas suffisamment dehors, alors que c'est bon pour leur santé et c'est bon pour leur morale. D'ailleurs, Madame, vous l'avez rappelé, la santé mentale des jeunes, c'est une de nos préoccupations majeures aujourd'hui à l'Assemblée. Et c'est d'ailleurs la cause nationale aussi du quinquennat. Donc, bien sûr, on peut être en contact avec le vivant et apprendre le vivant à travers la classe dehors, mais c'est aussi un support, finalement, pour les savoirs fondamentaux. Et ça, il faut bien le dire aux enseignants qui craignent que, ils ne sont pas enseignants de sciences de la vie et de la terre, donc la classe dehors, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas vrai. La classe dehors, c'est pour apprendre les maths, la littérature, c'est apprendre la poésie, c'est faire de l'art plastique. Enfin, vraiment, il y a une foultitude de choses qu'on peut faire en classe dehors. Alors, pour ça, il faut aussi des leviers. C'est ce qu'on a mis dans une proposition de loi qu'on a rédigée ensemble. Et les leviers, ça passe par les projets d'établissement, les projets territoriaux qui doivent embarquer le parascolaire. Et puis, ce qui est important aussi pour aider les enseignants qui voudraient se lancer dans l'aventure, c'est mettre en place un réseau de formateurs. Et donc, c'est ce qu'on propose dans ce texte que nous avons rédigé ensemble et pour lequel vous aurez peut-être des questions. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation à la Fabrique des communs pédagogiques et au WWF. Je suis très, très heureux d'être là sur cette thématique. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je vois que cet événement a un grand succès et c'est très heureux. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'accès à la nature de manière générale et je souhaiterais qu'en fait la France se dote d'une loi d'un droit d'accès général à la nature comme il existe dans les pays scandinaves. Et on voit qu'en fait, alors c'est une question un peu technique par rapport au droit de propriété et aux parcelles en France qui sont beaucoup des parcelles privées. Mais en réalité, on voit que ça a un impact sur la vie des gens dans leur village, comment est-ce qu'ils vont au dehors, y compris les balades du dimanche avec les enfants, etc., y compris pour les écoles, comment elles peuvent aussi sortir ou pas dans des espaces naturels, forêt ou pas forêt. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai grandi dans un espace comme ça. J'ai une circonscription de montagne et j'ai grandi vraiment dans la montagne. J'ai eu la chance de faire beaucoup de classes vertes gamin. Et je considère que ça construit notre rapport au monde, que le fait de pouvoir être en extérieur, d'apprendre dehors, c'est une question de rapport au sensible. Et on constate que nos enfants, ça a été dit, les rapports le montrent, sont beaucoup trop à l'intérieur. Et ils sont aujourd'hui en plus beaucoup trop devant des écrans. C'est une problématique de santé publique. Il y a des problèmes psychologiques, psychiatriques qui sont documentés. Et donc il faut sortir de ça. Et donc il faut des politiques nationales ambitieuses pour que les enfants, alors je pense que pour que tout le monde puisse vivre aussi dehors, mais ça commence
à la petite enfance, je pense, dès tout petits, et il faut que l'école puisse mettre ça dans ses programmes. Donc c'est important qu'il y ait des projets pédagogiques, c'est important que ce soit dans les missions fondamentale de l'école, le fait de pouvoir faire la classe dehors et au contact de la nature. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui vienne de la société civile. Les écoles font des choses, les enseignants font des choses, et il faut qu'on puisse accompagner ça au niveau national. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau des ministères, mais je pense qu'on a un rôle à l'Assemblée nationale, et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette proposition de loi, c'est de regarder dans les codes où est-ce qu'on peut inciter, obliger, ou en tout cas coordonner, et le faire de manière systématique sur des politiques publiques qui se mettent déjà en place en fait, à l'échelle locale dans beaucoup d'endroits. Je ne vous garantis pas à ce stade qu'on va y arriver, mais en tout cas, c'est un bon début. On est de 3 groupes politiques différents. On va essayer d'élargir encore au niveau de l'Assemblée nationale les soutiens à cette proposition de loi. On compte sur vous toutes et tous pour nous aider à aller convaincre d'autres députés de l'importance de cette thématique. Et ensuite, il y a des choses un peu contingentes de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver un espace, un moment pour le débattre dans l'hémicycle. Vous savez qu'il y a des semaines de l'Assemblée, des semaines du gouvernement, des niches parlementaires. Et donc, ce que nous souhaiterions, c'est inscrire ce texte dans une niche transpartisane, une semaine transpartisane. Pour l'instant, c'est assez bouché, mais on espère que d'ici la fin de l'année, on puisse trouver en tout cas un moment pour le mettre à l'ordre du jour et avoir une majorité pour le faire passer. Après, il faut que ça passe au Sénat. Enfin, tout ça, ce sera un très long processus. En tout cas, je pense qu'il est bien démarré et on compte sur vous toutes et tous pour nous soutenir dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Alors merci aussi à Benjamin, à Étienne, à Naïk de l'enseignement, à la Fabrique des communs pédagogiques qui font vivre et mettent en lumière ce sujet du rapport à l'extérieur, à la nature, au dehors. Alors mon parcours est peut-être un peu différent de mes collègues députés. Moi j'étais, et j'ai reconnu quelques têtes qui m'étaient familières, j'étais adjointe au maire avant un soir de dissolution. J'ai un parcours d'engagement local, d'adjointe au maire, de conseillère municipale. J'étais aussi conseillère générale départementale. Et j'étais en charge sur ce mandat des écoles, des crèches, des accueils de loisirs, autrement dit de l'enfance et de la petite enfance. Donc j'ai investi les groupes de travail de France Urbaine, j'ai travaillé avec un certain nombre d'acteurs du secteur. Et si vous vous souvenez, quand ces élections municipales ont eu lieu, et les élus locaux qui sont ici s'en souviennent très bien, nous étions dans un contexte extrêmement particulier qui était la crise du Covid, qui nous a contraints, nous petits êtres sociaux, à vivre enfermés, à n'avoir droit qu'à 1 heure de sortie par jour, ce qui est absolument contraire à ce dont on a besoin et au mode de développement de nos enfants. Vous y avez fait référence, hein, la santé mentale des enfants s'est dégradée. Il y a eu un certain nombre de rapports d'experts qui se sont exprimés sur le sujet et des conséquences que ça laisse de manière durable, notamment chez nos adolescents qui étaient à l'âge du 4e, 3e au moment des confinements. Et je considère que notre pays, notre gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation et que les réponses aujourd'hui ne sont pas encore adoptées, quand bien même ce serait la cause du quinquennat. Donc ce rapport à l'extérieur, il est fondamental dès les premières années, les premiers mois de la vie. Et avec les travaux qu'on a pu faire précédemment, et c'est en ça qu'on est vraiment complémentaires, nos pays voisins, allemands, d'Europe du Nord, ont un rapport à l'extérieur qui est singulièrement différent du nôtre. Ils n'ont pas vu apparaître des espaces de jeu faits de sols souples, de caoutchouc ou de pneus pour faire jouer les enfants dans des environnements hyper sécurisés. J'espère qu'on est là sur un retour aux fondamentaux, à la base. Pas besoin d'aller recréer des extérieurs, ils sont là, hein, ils existent. La nature, elle pousse toute seule, elle est bénéfique. Et nos enfants ont besoin, pour comprendre ce que c'est que le développement durable, ce que c'est que l'urgence climatique, ce que sont les défis qu'on a à relever devant nous, non pas de cours magistraux sur le sujet, mais d'éprouver, de ressentir, tu l'as dit, la sensibilité, d'éprouver les saisons, d'éprouver le temps qu'il fait, d'éprouver les éléments,
l'eau, la terre, le feu, l'air. Et ce n'est que cette condition qu'on comprend comment on est un vivant parmi les autres sur cette planète et qu'on a de manière impérieuse besoin de protéger, de nous protéger et de protéger la planète, mais pas à coup de normes sécuritaires. Et donc, à Rouen, qui est ma ville d'attache, on a développé dans cette période de crise Covid, toute une série d'initiatives en lien avec les parents d'élèves, en lien avec les communautés éducatives, en lien avec l'écosystème éducatif, parce que l'éducation de nos enfants n'est pas l'apanage ni d'un ministère, ni d'une profession, mais bien de l'ensemble des adultes qui, dès les premiers mois de la vie, et sur tout le parcours des enfants, accompagnent nos enfants aux côtés des parents et des familles dont la place doit être aussi reconnue. Et donc on a mis en place, et je voulais faire ce lien avec le territoire parce que les expérimentations, les politiques volontaristes qui sont menées par les communes sont absolument fondamentales pour que les travaux parlementaires trouvent de l'écho. Parce que vous nous nourrissez et parce que nos travaux parlementaires vont vous conforter, vont affirmer, vont vous encourager, pas vous obliger. Je pense que ce n'est pas la voie. Mais en tout cas, ça donne un porte-voix à des initiatives qui répondent à des besoins fondamentaux de l'enfant dans son développement, de pouvoir expérimenter, de pouvoir trébucher, tomber, se relever, mais pas de vivre dans des environnements où tout ça ne leur est pas permis. Et d'ailleurs, les pédiatres qui travaillent dans les services d'urgence rapportent régulièrement combien ça conduit à des accidents bien plus graves quand on a voulu éliminer tout risque dans l'environnement dans lequel évoluent les enfants. Donc c'est une politique globale qu'on va aborder là sous l'angle de la loi, en touchant au code de l'éducation, au code de la famille, de l'action sociale et de la famille, non, de la famille, disons de la famille. Mais quand on a abordé ces questions-là avec les familles, au moment des déconfinements, du retour à l'école, on a piétonnisé des rues pour aller à l'école en marchant. Alors celles qu'on pouvait piétonniser à demeure, on l'a fait et beaucoup de communes l'ont fait. D'autres sont piétonnisées aux heures d'entrée et de sortie d'école. Aujourd'hui, personne ne nous demandera de revenir en arrière. Et pour avoir rappelé tous les parents contestataires à l'époque, j'en ai rappelé moins de 10 dans une commune de 120 000 habitants. Donc là aussi, je vous le dis, n'ayez pas peur. En fait, ce n'est pas une demande qui s'exprime. On sortait de campagne électorale. Ce n'est pas une demande qui s'est exprimée. Mais en revanche, c'est quelque chose qui a tout de suite été adopté. De même que nous ouvrons maintenant les cours d'école durant les vacances scolaires pour qu'on élargisse le périmètre et les champs des possibles quand les enfants sont en vacances, quand ils ne partent pas en vacances, quand malheureusement ils ne viennent pas dans nos centres de loisirs, quand malheureusement il n'y a plus assez d'offres de colonies de vacances. Je ne vais pas m'étendre plus, mais ça participe d'une politique globale et vous dire à tous les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, de l'enseignement que... voilà, ne vous résignez pas, continuez à avancer, essayez d'essaimer, on vous accompagnera du mieux qu'on peut, parce que c'est notre rôle de faire revivre ce sujet-là dans l'espace public et de le porter dans la loi pour qu'il ne soit pas discutable. Je vous remercie. Et simplement, avant de céder la parole à Jordana Harris pour un propos conclusif, je voudrais simplement en profiter pour remercier un jeune homme qui est caché là-bas derrière, qui s'appelle, et qui se cache encore plus, qui s'appelle Grégoire Mauduit et qui passe beaucoup de temps sur ce projet depuis plusieurs mois et sans qui rien n'aurait été possible. Merci beaucoup Grégoire, vraiment. Jordana, je te laisse la parole. Oui, merci Grégoire. Pour le WWF France, on tient d'abord à saluer le travail des parlementaires ici présents. Un grand merci à vous et à vos collaborateurs. Le travail mené, il est gigantesque. Ils ont accepté ensemble de co-construire une proposition de loi avec la société civile et des chercheurs de différentes disciplines. C'est assez unique et honnêtement, de voir une politique se construire sur la base d'une expertise scientifique et de l'expertise des enseignants et des agents du périscolaire, eh bien, ça a été et c'est toujours une formidable aventure civique
et politique. La mobilisation des enseignants que vous a mentionné Benjamin tout à l'heure, elle est réelle. C'est des centaines de mails d'enseignants, de vous dans la salle, qui déferlent dans les boîtes des députés. C'est un vrai soutien et il faut continuer. Car si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que nous partageons un même constat. Les enfants grandissent de plus en plus éloignés de la nature. Typiquement, on donne une image à un enfant et un enfant sur 3 ne sait pas reconnaître un poireau. Ça paraît trivial, mais c'est quand même assez effarant. Et à l'échelle d'une génération, les enfants passent donc 10 fois moins de temps dehors qu'il y a 30 ans. Et avec cette rupture du lien à la nature, c'est un pan entier de leur développement, de leur santé, vous l'avez dit, et de leur capacité à comprendre le monde qui s'étiole. Ce que cette proposition de loi permet, c'est un changement culturel et structurel. Elle ne crée pas un dispositif de plus. Elle fait entrer la nature et le dehors dans l'ADN de l'école. On est très contents, on est très fiers de ça, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Elle ancre l'éducation au vivant dans le quotidien de chaque enfant, partout en France. Elle en fait un droit. Pour le WWF, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une politique publique d'éducation au vivant qui soit transversale à 3 ministères, celui de l'Éducation nationale, celui de la transition écologique et celui de la santé. En effet, aujourd'hui, l'éducation à et par la nature ne fait pas partie du décret d'attribution de la ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire finalement de sa fiche de poste. À titre comparatif, celle de l'éducation au numérique en fait partie. Et il nous semble aujourd'hui temps que l'éducation à et par la nature et au dehors fasse partie de cette fiche d'attribution en lien avec les ministères concernés. Et une direction dédiée rattachée à la DGESCO, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire, et un observatoire national permettrait d'ancrer cette politique dans la durée, c'est-à-dire de la coordonner et d'en assurer le suivi. En effet, comment espérer former une génération capable de relever les défis que posent le dérèglement climatique et le déclin accéléré de la biodiversité si elle n'a jamais mis les mains dans la terre, observé un insecte, ne sait ni connaître ni reconnaître ce qui l'entoure. La transition commence par les sens, nous disait hier la chercheuse Dominique Cotreau. Ce qu'on ressent, ce qu'on comprend avec son corps laisse une empreinte durable. Celles et ceux qui ont été mis au contact de la nature enfant sont plus susceptibles de la protéger une fois devenus adultes. Et pourquoi la santé ? Eh bien, à l'heure où l'on parle donc d'épidémie, de sédentarité, d'explosion des troubles de l'attention et de la santé mentale chez les jeunes, le dehors est un facteur de santé publique. De nombreuses études le montrent, le contact régulier avec la nature favorise la concentration, réduit le stress, améliore le langage et la motricité. Éduquer dehors, et c'est pour toi Benjamin, c'est donc une condition du bien-être des enfants et aussi des enseignants. Enfin, et ce sera mon dernier point, la députée Florence Léonté en a un peu parlé, j'aimerais insister sur l'aspect territorial de cette proposition de loi. Si cette proposition de loi, elle fait de l'éducation au dehors et au contact du vivant un droit, elle l'opérationnalise aussi via les collectivités territoriales et les écoles, en assurant la formation des enseignants. Et ce que nous appelons de nos vœux, c'est un véritable continuum territorial de l'éducation à et de l'éducation par la nature. Une école, un jardin, pour un contact quotidien des enfants au vivant, dans l'enceinte de l'école, dans sa commune, la classe dehors une fois par semaine, dans son département, une sortie nature une fois par saison, avec un professionnel formé, et vous êtes nombreux ici à en faire partie, et dans sa région ou encore plus loin pour découvrir le pays, une classe verte une fois par cycle pour chaque élève à partir du primaire. Cette proposition de loi, elle prépare les citoyens de demain à habiter un monde vivant, complexe et fragile. On protège mieux ce qu'on connaît
ce qu'on comprend et ce qu'on aime. Et nous savons que c'est faisable. Des centaines d'écoles, de communes, des milliers d'enseignants et d'associations le font déjà. Il est temps de passer à l'échelle et pour cela, il nous faut un cap politique clair et cette proposition de loi en est un. Oui. Merci beaucoup pour toutes vos interventions et je pense qu'on est toutes et tous là tout à fait convaincus de la nécessité d'éduquer à et par la nature, par les sens. Là-dessus, je pense qu'il y a un consensus assez large. Pour autant, par rapport à la proposition de loi, il y a quelque chose qui m'interpelle et je vous pose une question assez franche. Donc là, la proposition, si j'ai bien compris, ce serait de préconiser une fois par semaine, obligatoirement, ou pas. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que la question, c'est quelle part de liberté laisse-t-on aux enseignants, étant donné que, historiquement, cette pratique, en fait, vient du terrain. Et donc, quelle liberté pédagogique on laisse? Parce que le revers, en fait, possible, c'est que, par les bonnes intentions, on puisse tuer, finalement, l'éducation par dans la nature. Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que ce que Jordana a décliné, c'est la forme que ça pourrait prendre. Et que tout ce qu'elle a décliné ne serait pas sans nécessiter des moyens financiers importants. Parce que si on veut que chaque enfant, dans chaque cycle, parte une fois en classe de découverte, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Je rappelle que sur les classes de découverte, à quelques exceptions près, l'éducation nationale ne participe pas au financement des classes de découverte ou des voyages scolaires, que ce sont les collectivités en général à qui on demande de compléter l'enveloppe financière. Donc tout ça n'est pas dans la loi. C'est une illustration de ce que demain, si cette politique publique prend, si l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante, concernés, jouent le jeu, vous accompagnent, jusqu'où on pourrait aller. Ce que permet la loi, c'est d'inscrire dans le Code de l'éducation, au même titre que l'éducation au numérique, l'éducation à l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, il y a l'éducation à la nature et par l'école du dehors. Voilà, c'est à différents articles du Code de l'éducation, mais ce n'est pas une PPL qui est prescriptive, ce n'est pas une PPL qui vient mettre de l'injonction dans la liberté pédagogique des enseignants, pas du tout, démenti. Est-ce qu'il y a une deuxième question là-bas? Et on va juste prendre deux dernières questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Oui. Et une question, pas un point de vue? Oui. Oui. Super. Bonjour, oui. Je voulais juste demander, cette loi existe déjà, il me semble, dans certains pays européens, notamment en Irlande. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements avec des pays qui pratiquent déjà, qui ont déjà inscrit ça dans les obligations Moi, je vais répondre. Il y a un truc qui s'appelle les rencontres internationales de la classe dehors, qui vise notamment à réunir des spécialistes du monde, et c'est tout l'enjeu de la mobilisation de la recherche qui est très internationale et d'avoir fait des colloques scientifiques pour rapporter une parole, notamment de ce qui s'est fait en matière de politique publique à l'étranger, et c'est largement, largement inspiré. Même nous, en matière de plaidoyer, l'interpellation des parlementaires passe par la comparaison avec ce qui s'est fait dans d'autres pays. L'herbe est toujours plus verte chez les voisins, on s'en est servi dûment. D'accord. Il y a une question ici. Et est-ce qu'il y aura une dernière question ensuite? Est-ce qu'on pourrait avoir le texte de la proposition de loi et donc avoir des précisions? Est-ce qu'on pourrait avoir le texte de la proposition de loi et des précisions, parce que c'était quand même un peu flou ce que vous avez dit sur le contenu lui-même, et puis là aussi, quels moyens il y aura après pour le mettre en œuvre, parce que des colloques sur l'éducation à l'environnement, on en fait depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais après, il faut quand même se donner les moyens de le mettre en œuvre, en particulier les classes de découverte. Moi, quand j'étais instit et que j'ai fait ma formation à l'école normale d'instituteur à Colmar en 1974, on était obligé
de passer le diplôme d'animateur, de classe d'animateur, et on avait des stages de formation pour apprendre à encadrer une classe de découverte. Donc, après, on était quand même plus motivés et formés pour le faire. Après, il y avait des stages de formation aussi continus et dans l'initiaux, voilà, des enseignants. Donc, le contenu, la question, c'est le contenu précis. Est-ce que vous pouvez le diffuser, le faire circuler dans le réseau de... Voilà. Alors, merci pour cette question. Le contenu précis, en fait, je vais vous faire une réponse qui gagne un peu de temps. C'est-à-dire on a un dispositif qu'on vous a présenté, il y a des objectifs, il y a de la formation et un gage financier, mais ça c'est technique, et l'inscrire dans des plans pédagogiques. Mais on a quelques calages encore à faire. On devrait, normalement, notre objectif c'est de le déposer la semaine prochaine. Et donc dès qu'il est déposé, il sera évidemment diffusé ce texte. La question des moyens, elle est fondamentale, mais ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on va réussir à le résoudre. Malheureusement, on n'a pas une caisse pour financer quoi que ce soit. Et au contraire, on a beaucoup de... l'Assemblée nationale ne peut pas engager les finances de l'État. Et donc ça reviendra forcément soit au ministère, soit aux collectivités locales. Après, alors on aimerait bien voter le budget, monsieur. Il y a depuis 2022 beaucoup de 49.3 et voilà. Mais si le budget arrive, on le votera et on mettra de l'argent pour l'éducation et l'école au dehors avec un grand plaisir. Oui, je voudrais rajouter, pas sur la proposition de loi, mais en parallèle de la proposition de loi, il y a des démarches qui se font aussi auprès des ministères. Et moi, j'ai rencontré, avant de venir ici, la ministre Elisabeth Borne, et on est convenu de se retrouver au plus tôt pour que je lui rende compte et que je lui montre tout l'intérêt qu'il y a à inscrire... à soutenir en fait cette inscription de la classe dehors au contact de la nature dans le code de l'éducation, où n'apparaît que 2 fois le mot développement durable. Oui, je voulais juste dire que je comprends, monsieur, ce que vous dites. Quand on a un certain âge, on a l'impression que ça fait 10 ans, 20 ans, suivant l'âge qu'on a, hein, le recul qu'on a, qu'on fait les mêmes choses, qu'on tente de les faire, que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. Je ne suis pas d'accord avec cette façon d'aborder les nouveaux combats qu'il faut mener, parce qu'il faut les mener, et pas au nom du fait qu'ils n'ont pas abouti, mais au nom des formes auxquelles aujourd'hui on a la chance de pouvoir les porter, parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse, et moi je préside un conseil où il y a 12 enfants qui siègent. Je peux vous dire que ça change la manière de penser l'optimisme avec lequel nous abordons les progrès à faire. Et du coup, cette dynamique doit être tournée vers le futur avec ceux qui le construisent en ce moment aujourd'hui et qui en seront les porteurs après. Donc oui, ce qui se passe ici aujourd'hui ne s'est jamais passé avant parce que nous préparons la suite. Merci à toutes et tous.